Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Heure du Bilan. Ce soir, nous nous plongeons au cœur des grands chantiers économiques qui ont marqué l'année 2025, une année rythmée par des arbitrages budgétaires importants, des financements mobilisés à grande échelle et une vision de long terme qui s'affirme notamment autour du projet Simandou et des investissements stratégiques. Nous analyserons donc les résultats obtenus, révision du PIB, notation souveraine, progression des recettes, gestion de la dette et évolution des partenariats financiers. Nous reviendrons aussi sur la stratégie de structuration de l'économie guinéenne, attractivité, infrastructure, transformation du tissu productif et gouvernance financière. Enfin, nous ouvrirons une perspective sur les priorités qui s'annoncent, notamment financement de l'économie réelle, consolidation des réformes et capacité du pays à convertir ces avancées en gains tangibles pour des citoyens. Pour en parler, notre invité de ce soir ici en plateau, il s'agit de Mourana Assouma. Il est le ministre de l'économie et des finances. Merci de nous suivre pour cette édition dédiée aux transformations en cours et aux orientations futures sur les équilibres économiques du pays. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koundé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. David Yambouno, bonsoir. Bonsoir à Bakar, bonsoir aux téléspectateurs. Merci au ministre d'accepter notre invitation. Merci, monsieur David. Première question pour monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, 2025, c'est pratiquement bouclé. Comment se porte le ministère de l'économie et des finances durant les 365 jours qui bouclent l'année 2025? Merci encore pour cette deuxième invitation. Merci. À l'image de celle de 2024, laquelle année j'avais la même obligation de réédition des comptes. Ouais. Ça participe le principe de redevabilité, qui est un principe sacro-saint de monsieur le Président. Depuis la prise de responsabilité, il a intimé à tout commis de l'État de participer à un débat citoyen, de participer au principe de redevabilité. Cela n'épargne personne. Donc, c'est fort de cette instruction majeure de l'autorité que nous, acteurs publics, gestionnaires de politique publique, nous devons nous prêter aux questions auprès des journalistes et également auprès des citoyens. Ceci étant, le ministère de l'économie et des finances est un département ministériel qui est dans la structure gouvernementale, un secteur transversal, parce qu'il porte l'ensemble des autres secteurs. C'est un support en termes plus simplistes, parce que tous les autres départements s'appuient sur, justement, c'est la colonne vertébrale. Ce ministère, c'est la colonne vertébrale. Et donc, sa participation, son attribution est plus qu'essentielle pour permettre aux sectoriels autres de réaliser les objectifs assignés par monsieur le Président. Il y a aussi, ça c'est un premier segment. Le second, c'est aussi un secteur sectoriel aussi qui a ses propres obligations en termes d'actions majeures à réaliser pour participer à l'édification de notre cher pays. En un mot, le ministère des Finances a en charge la conduite de la politique économique, financière de l'État. Elle veille sur les grands équilibres macroéconomiques, elle veille sur l'allocation des ressources, elle veille sur la soutenabilité de la dette, comme vous l'avez dit, et elle est cette institution qui assure le lead de la conduite donc de la politique économique, et qui dit politique économique parle de politique budgétaire, parle de la politique financière, parle même de l'interaction de la politique monétaire avec la Banque centrale. Et donc, sa position, elle est centrale, comme, j'allais dire, un libéraux qui joue au football, et le libéraux tient un peu la case de gardien inviolable. Donc, c'est ça un peu le rôle crucial
du ministère de l'Économie et des Finances, parce que sauvegardant les acquis et aussi jetant les bases aussi d'un développement harmonieux à travers les sectoriels qui l'accompagnent dans leurs projets de développement tels que assignés dans la feuille de route de M. le Premier ministre pour une Guinée émergente, une Guinée prospère, une Guinée de développement inclusif, une Guinée où il fera bon vivre à travers la redistribution des revenus. Telle est la présentation du ministère de l'Économie et des Finances, qui a en son sein des directions générales qui permettent la mise en œuvre de l'ensemble de ces politiques. Quand je prends la direction générale du Trésor, elle s'occupe du volet encaissement et décaissement. Et de façon très basique. La direction de la dette s'occupe d'appuyer l'exécution du budget de l'État. C'est pour cela elle est classée comme un support important qui fait cet équilibre du budget de l'État. Sans dette, il n'y a pas d'équilibre du budget de l'État. Donc, nous devons savoir que la direction de la dette fonctionne comme la direction générale du Trésor. Nous avions la direction générale des investissements. Il n'y a pas un pays qui se développe sans les dépenses des investissements. Donc, cette direction est l'architecte de la programmation de l'ensemble des dépenses d'investissement, de leur exécution et des suivis de leur performance. Nous avions la direction générale du portefeuille. Ça, c'est les actions de l'État, c'est la politique actionnaire de l'État. En termes de prise d'action, de façon terre à terre, l'État peut être actionnaire l'État peut être actionnaire majoritaire ou actionnaire à 100% ou actionnaire minoritaire. C'est le portefeuille qui a en charge la gestion de ces actions. Donc, également, auxquelles actions nous attendons des rémunérations en termes de dividendes. Nous avions la Direction nationale du contrôle financier, qui est aussi une structure relevante du ministère des Finances, qui est le gendarme qui veille au respect de la réglementation en matière d'exécution du budget, qui permet de circonscrire l'ensemble des risques budgétaires. Et donc, c'est vraiment ce gendarme qui prévient, qui fait le contrôle a priori, et donc qui permet, nous les décideurs, de veiller sur les éléments d'équilibre du budget, sur les éléments internes du budget, en termes de virement de crédit, en termes de décret d'avance, en termes d'autres procédures d'aménagement de crédit qui sont totalement internes à l'exécution du budget. Nous avions le partenariat public et privé, c'est aussi un segment du ministère des Finances, qui est, j'allais dire, qui est cette innovation majeure qui prend corps dans une économie libérale, dans une économie où les initiatives privées doivent plutôt avoir une place prépondérante dans les réalisations d'infrastructures payantes. C'est ce qu'on appelle partenariat public et privé, c'est-à-dire que la jonction d'un segment de production conféré à un promoteur privé. Pendant que ça peut être en affermage, ça peut être en concession, ça peut être en autre forme de privatisation pour permettre à l'État justement de diminuer ses interventions sur des segments d'activités privées qui ne sont pas forcément liés aux activités classiques de l'État. Il n'y a pas de budget sur le marché public. Donc, c'est la règle d'or. Et donc, ces marchés publics permettent à l'ensemble des ministères de passer leur marché ou de soumettre des projets de marché. Il reviendra à la charge de la Direction générale des marchés publics que j'ai en charge de valider ou d'invalider les procédures de gestion de ces 10 marchés. Et donc, c'est participe également de cette transparence dans la gestion des marchés publics et d'amélioration justement de l'impact des marchés publics dans l'économie globale. Il y a autre élément peut-être, c'est
Il y a l'inspection générale des finances qui participe à la bonne gouvernance, à l'orthodoxie, au respect de l'orthodoxie. Il y a aussi donc d'autres structures d'appui au ministère des Finances qui viennent nous accompagner, telles que les ressources humaines, le DAF, comme vous le savez. Le DAF intervient d'ailleurs pour le deuxième statut du ministère des Finances, parce que il doit exécuter le budget du ministère des Finances en tant que département sectoriel. Donc, ce sont là un peu les éléments de présentation et de contexte du ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est bien dit. Maintenant, pour 2025, oui, qu'est-ce que le ministère a pu faire pour satisfaire les autres ministères sectoriels en termes de mise à disposition du budget, monsieur le ministre? D'accord. Effectivement, vous savez, le ministère de l'économie et des finances, je l'ai dit, je vous donne juste un exemple. Allez-y. Quand on dit budget, c'est recettes et dépenses. Et dépenses, oui. C'est trop terre à terre. Il y a une partie importante que le ministère des Finances mobilise au travers de la Direction générale du Trésor, qui fait à peu près 7% des recettes totales du budget de l'État. C'est-à-dire qu'autrement dit, le Trésor apporte sur le budget de cette année 2403 milliards de francs guinéens, tirés des recettes non fiscales. La dette apporte à peu près des ressources de financement qui viendront compléter le volume des recettes. C'est tout cela fondu qui permet de faire face aux dépenses d'investissement des ministères sectoriels, d'investissement, de fonctionnement, de transfert et également des charges de la dette. Donc, le ministère des Finances programme les investissements du ministère des Infrastructures. Il est programmé pour la construction de la route, par exemple, Bokeh-Gawal. Bokeh-Gawal, ouais. C'est un truc qui est dans le budget de l'État. Ou Mamou Farana. Mamou Farana. Ouais. Donc, c'est le ministère des Finances qui programme ces dépenses d'investissement. Cette programmation donne naissance à l'exécution. Cette exécution, ça dit que le DAF du ministère des infrastructures viendra faire ce qu'on appelle l'engagement. Parce que le parlementaire a accepté. Je me parlais de façon trop terre à terre. Ouais. A accepté dans la loi des finances. Il vient, il engage. Si c'est 100 milliards, il engage par exemple 50 milliards. Il fait ça, ça suit tous les circuits. Ça vient au niveau du ministère des Finances, via donc la Direction générale du Trésor, qui propose le plan de paiement. Et transmet ce plan de paiement au ministère des Finances, qui accorde ce paiement au niveau de la Banque centrale. Pour une entreprise X, le virement est fait, ça va sur le compte de cette entreprise. Donc, les travaux sont suivis justement pour faire une comparaison en termes de paiement et en termes de réalisation. C'est pour cela, il y a ce que nous appelons des bureaux de contrôle, il y a ce que nous appelons l'intervention de la CGP, l'administration et contrôle des grands projets, et c'est tout cela qui nous permet de savoir est-ce que l'argent qui est payé à l'entrepreneur est allé dans la construction. À bonne destination. À bonne destination. Oui. Est-ce que c'est pas ces éléments qui interviennent depuis l'engagement jusqu'à ce que l'argent soit perçu? Est-ce que c'est pas ce qui rend la procédure des fois très lente? Bon, c'est une analyse qu'il faut relativiser. D'accord. Vous savez, les pays évoluent, chacun avec son standard. La Guinée est en train d'évoluer, et à la croisée des chemins. En même temps, il faut mettre des dispositifs d'exécution qui puissent circonscrire les risques en termes de déperdition. Un engagement du budget signifie déjà, il y a ce qu'on appelle déjà, c'est un engagement comptable et un engagement juridique. L'engagement juridique, parce que il y a le législateur qui a accepté de procéder à la mise en exécution de telle ou telle dépense. D'accord? La deuxième phase, c'est l'ordonnancement, c'est-à-dire que l'ordre donné par un ordonnateur de payer la dépense pour telle ou telle. Les dépenses publiques ont un caractère linéaire, c'est-à-dire ça va tout droit. Il y a des périodes où on a des pics. Mais il y a des périodes aussi où on peut avoir
le CRE. On cadence le rythme d'encaissement avec le rythme de décaissement parce qu'on évite justement de tomber dans une gestion qui ne respecte pas l'orthodoxie et qui risquera d'appeler des tensions inflationnistes. L'inflation, c'est quelque chose qui frappe quelqu'un déjà qui est pauvre. Donc, nous, avec la vision du président, M. Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, nous fonctionnons sur ce qu'on appelle base caisse. C'est-à-dire ce qu'on a en caisse, c'est ce qu'on gère. Donc, on ne gère pas de façon aléatoire pour aller au niveau de la Banque centrale, prendre ce qu'on appelle des financements monétaires et qui ne permettront pas de sortir notre économie de la précarité. Quand vous parlez des capacités de paiement, on a reçu certains ministres sur ce plateau. Il y en a qui parlent de difficultés de décaissement. Il y a des projets qui sont en souffrance. Il y en a qui parlent de facilité de décaissement. Comment on fait l'arbitrage avec tout ça? Est-ce que chacun des ministères réussit à décaisser la totalité du montant mis à sa disposition par le législateur, comme vous le dites? Très bien. Vous savez, c'est une question d'équipe. Une question d'équipe et nous devons tous faire le jeu pour aller gagner la victoire. Moi, je pense que c'est une équipe qui gagne. C'est une équipe qui gagne. D'accord. Donc, et c'est dans cette optique que, dans cette dynamique que moi, on avance, on essaye de rendre le circuit, justement, moins lourd pour satisfaire les collègues, pour que leur budget soit totalement exécuté et payé. Donc, c'est une obligation en termes d'attribution de donner cette possibilité d'exécution du budget au niveau sectoriel parce que, in fine, les résultats du ministère des Finances sont fortement liés aux résultats du ministère des TP. Ouais. Liés aux résultats du ministère des Affaires sociales. De la santé. De la santé, des affaires étrangères. Des affaires étrangères. Ouais. Donc, pour tous moi, les ministères, quasiment. Exactement. Ouais. Pour moi, tout n'est pas parfait, mais il y a des avancées. Il y a des avancées et nous allons continuer à avoir cette fluidité pour que chacun des ministères soit doté et puisse exécuter son budget sur une base décaissement et ça soit en tout cas une quotité qui soit proche de 100% pour permettre justement de justifier son budget au niveau de l'Assemblée et au niveau ainsi des journalistes que vous êtes pour dire on m'a donné X francs. Et X francs là, j'ai utilisé dans ça. Parlant de cette capacité d'absorption, ça me fait rebondir sur les budgets qui sont bâtis sur les FINEX, les financements extérieurs. Oui. La Guinée est en avance sur 3 pays de la même école. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et puis le Togo. Ça, c'est le budget FINEX. Ça dit que nous étions avant 2021, la Guinée avait juste un taux d'absorption de 20%. Aujourd'hui, à date, nous sommes en moyenne composite, donc BAD, Banque mondiale et BIT, nous sommes à près de 50% du taux d'absorption, soit 30% de plus en 2 ans. Oui. Et la Guinée a été classée première des 2 années successives, c'est 2024 et cette année 2025. C'est le même format qu'on veut dupliquer sur le budget national pour obliger justement la reddition des comptes en termes de la gestion des investissements sur le budget national de développement. Et cela, nous sommes en train de travailler, c'est une instruction forte de M. le Premier ministre, et nous avions fait déjà le TDR. Les jours à venir, les ministères passeront pour justement faire une évaluation en termes du taux d'acquisition, du taux d'exécution financière et du taux d'exécution physique. Parce que ce sont ces éléments qui nous permettront d'évaluer l'importance de tel ou tel projet qui est initié dans un département ministériel, mais sur budget national de développement. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure, le législateur a déjà voté, les fonds sont déjà au ministère de l'économie et des finances. Est-ce que la mise à disposition des fonds pour un département, par exemple des TP, le ministère des Finances regarde la maturation du projet présenté par le ministère des TP, ou bien, une fois que le législateur
à voter, les fonds sont directement transférés. Comment ça se fait? Bon, vous savez, on fait ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle dans le PIB. C'est-à-dire que c'est un document de cadrage sur 3 ans, dans lequel chaque entité fait la programmation et présente au niveau de la Direction générale des investissements, qui est bien sûr sous ma tutelle. Dans ce projet, il peut y avoir des projets qui sont pas mûrs. Mais, quand ils sont pas mûrs, ils peuvent être présentés et ils sont pas acceptés dans le budget d'investissement. Seuls les budgets, les projets qui sont dans le budget d'investissement sont présentés au niveau du législateur. Et donc, c'est en fonction de ça, le législateur avalise le projet, je suis d'accord, vous pouvez le réaliser. Et donc, la maturation, elle est essentielle pour une inscription budgétaire. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de la Direction générale de la dette. Régulièrement, on entend obligations du trésor, bons du trésor, les titres d'État. Pour le Guinéen lambda, quand on entend que l'État est en train de lever des fonds, on dit non, peut-être que les caisses de l'État sont vides. Et à quel moment, monsieur le ministre, l'État lève des fonds et quelle est la différence entre ces différentes appellations? Pourquoi on dit obligation de trésor, on dit titre d'État et ODT? Quelle est la différence entre déjà, je reviens sur le mot, la direction de la dette. D'abord, c'est une des directions qui vont monter en puissance dans les mois et dans les années à venir. Pourquoi? Oui, parce que c'est une conséquence déjà de la notation de la Guinée, en B+. Et bien avant ça, la notation, moi j'avais déjà ce programme dans la tête quand j'étais même DG du Trésor. Donc, je me disais, mot direction dette n'est plus d'actualité. Il faut plutôt avoir des concepts plus larges en termes de direction générale du financement, qui est plus large que le mot de la dette. Même si la dette est inclue dans le financement. Et donc, la dette va être comme une sorte de banque qui va avoir le middle, le front et le back office. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Maintenant, bon du trésor, c'est des éléments de financement du déficit du budget de l'État. Éléments de financement. Ça dit que c'est des titres que l'État paye. Au niveau des banques commerciales qui achètent les titres de l'État, moyennant un taux d'intérêt, moyennant une périodicité de remboursement. Si par exemple, l'État a besoin de 100 milliards, c'est juste un exemple, la Vistagui en 100 milliards, l'État émet un bon de trésor. Un bon de trésor, par exemple. Vistagui donne plus un taux d'intérêt. Ça peut être pour 1 an, 365 jours, ça peut être pour 6 mois, ça peut être pour 9 mois, ainsi de suite. Mais cela n'est pas une pratique, c'est une pratique internationale, standardisée dans tous les pays du monde. C'est pas parce que l'État est en faillite. Pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est totalement loin de tout ça. Ah bon? Non, mais c'est totalement loin. Quelle est la nécessité alors de faire un bon si l'État n'est pas en faillite? Je viens de vous parler, peut-être si vous avez suivi ma logique d'explication, vous allez comprendre. Je vous dis, il y a pas de synchronisation entre le rythme d'encaissement des recettes et des dépenses. Ouais. Donc, il y a forcément, quelque part, une des composantes qui augmente, ok? Si les recettes ne suivent pas le même ordre, le même rythme, il faut l'exécuter. Ouais. Le législateur te permet de prendre quelque chose pour permettre de continuer à exécuter le budget tel que inscrit dans la loi de finances. Okay. Voyez un peu, c'est ça. Okay. Parce qu'il n'y a pas de synchronisation entre le rythme d'encaissement et le rythme de décaissement. C'est tous les pays du monde. Okay. La France, les États-Unis, la Chine, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est pas une pratique, c'est plutôt un instrument de bonne pratique qui permet de mobiliser l'épargne intérieure pour les besoins de financement national. Donc c'est pas mauvais en soi, c'est une pratique qu'il faut faire.
Donc, mais le BDT, le bon du trésor est à une durée moindre par rapport aux ODT. Les ODT, c'est les obligations du trésor. Il y a une différence. BDT, temps maximal, c'est 365. Un an. Un an. D'accord. Est-ce que vous voyez? ODT, au-delà, jusqu'à 3 ans. Ok. 3 ans. Les obligations de trésor. De trésor. Et souvent, les obligations de trésor sont fléchées sur des dépenses d'investissement précises. Et donc, c'est un titre le jour même du lancement, on avait dépassé l'objectif. Les 1500. Oui. Dont la crédibilité de l'État guinéen, sur le leadership du président. C'est ça, un État qui est assaini, un État dont les finances sont assainies, un État bâti autour de la rigueur. On a eu 1660 à l'époque milliards sur un objectif de 1500. Et le folklore, ça dit que la date limite, c'est le 24 décembre. La dette intérieure, le paiement des entrepreneurs locaux. Le plus souvent, on entend, ça retarde. Qu'est-ce qui peut expliquer ce mécanisme? C'est quand également le taux de recouvrement est au bas niveau, c'est ce qui explique cela, ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau? Ou bien ça crée une tension quand il y a plusieurs chantiers, plusieurs... D'accord. Le président Mamadi Doumbouya, à l'avènement au pouvoir, trouvait une situation d'exécution de dette qui n'était pas fameux. Pas fameux parce que il y avait des dettes qu'on appelle auditées, c'est-à-dire certifiées, qui n'ont pas été payées. Pas du tout été payées. Et dans le but de relance de l'économie, il nous a été instruit, à l'époque j'étais DG du Trésor, j'ai suivi, de procéder au paiement justement de la dette intérieure, de donner une priorité. Et cela a été fait jusqu'en 2022. Nous avions pu payer à peu près 500 milliards sur, j'allais dire, des petites dettes qui sont antérieures à 2021. Parce que antérieure, ça veut dire avant 2021. Avant 2021. Oui. Il en a fait une priorité. Nous en avions exécuté. On a fait une dotation de budget et ces petites dettes ont été payées. 2022, 23 aussi, pareil. 24 et jusqu'à date. Donc, la dette intérieure qui n'est pas auditée et donc antérieure à 2021, nous renégocions le contrat d'audit parce que c'est une dette qui n'a pas été contractée après 2021. Est-ce que la dette est totalement certifiée? Est-ce que le service fait a été fait? Passez-moi la. Le service demandé a été exécuté. Est-ce que c'est pas une compilation de documents? Un montage. Un montage, vous dites, bon, il y a la dette. Avec une société écran. Donc, pour moi, nous devons pouvoir examiner tout ça pour que l'État ne paye que les dépenses effectivement payées. Pour sortir la véracité de la dette. Parce que s'il n'y a pas de dette, on ne peut pas payer. C'est ça l'orthodoxie. Okay. C'est ça l'orthodoxie. C'est plutôt le respect de l'orthodoxie. C'est pour dire combien de fois la Guinée, sous le leadership du président, tend à normaliser toutes les pratiques budgétaires comptables et également ces pratiques en matière de référentiel international sur les finances publiques dans leur globalité, et c'est ce qui est exigé. C'est ce que la France fait, c'est ce que les pays voisins font. Régulièrement, on entend que la chaîne de dépenses elle est fermée pour une période donnée. Oui. Qu'est-ce qui explique ça concrètement? Bon. Et ça veut dire quoi? Bon, vous savez, il faut se préparer. Un budget s'exécute dans un temps. Un temps, ça veut dire l'année budgétaire de la Guinée commence au 1er janvier et budgétaire, ça s'arrête au 30 novembre. Ok. 2000. C'est l'année en cours. L'année en cours. Je parle de Comme nous sommes en 2025, de janvier 2025 au mois de novembre. En principe. Donc c'est déjà fermé. Non, parce que on a connu des contingences qui n'ont pas permis justement de fermer automatiquement. Vous
Vous savez que nous sommes dans une année électorale. Ouais. Vous savez que le CNT est cette chambre de représentation du peuple. Mais il y avait tellement de sollicitations au niveau du CNT sur la constitution, sur pas mal de sujets. Des sujets, les bases organiques et autres. Et donc, la présentation de la LFR, loi de finances rectificative, est intervenue un peu décalée. D'accord. Sinon, la date de clôture devait être le 30 novembre de l'année, mais et pourquoi maintenant on fait la fermeture des chaînes? C'est pas. Nous devons à un moment donné l'exécution arrêter les écritures, faire une évaluation, se projeter pour l'exercice suivant. C'est comme quand vous me dites une entreprise, par exemple une entreprise commerciale, elle fait toujours un arrêt, une situation d'inventaire. Il fait toujours un arrêt. Un père de famille. Un père de famille. Donc, il fait un inventaire. Dans la Guinée, dans cette pratique de bonne pratique, de bonne disposition légale, nous permet d'arrêter la chaîne d'exécution au 30 novembre. Cela aura des répercussions sur beaucoup de choses. C'est pas fortuit. Parce que il y a la reddition des comptes de l'exercice N en exercice N+1. Ça permettra au comptable public de payer les dépenses jusqu'au 31 janvier 2000 de l'année N+1. L'avantage, c'est que ces comptables vont présenter leurs comptes de gestion qui doivent être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'année en cours. Donc, il y a tout un ensemble de faits qui sont là, qui obligent à procéder à une fermeture momentanée pour permettre aussi d'avoir des écritures, une possibilité de clôturer des écritures budgétaires et comptables. Dernière question avant de prendre celle des citoyens. Oui, Monsieur le ministre, quelle est la stratégie d'endettement de l'État depuis le 5 septembre 2021? D'accord. Oui, disons aussi, la stratégie d'endettement de l'État, elle est claire. 1. Diminution des émissions de bons du Trésor. Ok. Parce qu'ils sont en régression? Ils sont en court terme, oui. Ils sont en régression, d'ailleurs. Ils sont en régression, ça je vais vous le dire. Parce que l'État, c'est comme vous, en tant qu'individu, en tant que ménage. Vous préférez une dette courte, qu'il faut rembourser dans 6 mois, ou une dette qu'il faut rembourser dans 2 ans ou 3 ans. Allez-y. Je pense que l'État, c'est comme un agent, c'est comme une personne. Une dette qui se rembourse en 6 mois. L'échéance est contraignante. Est contraignante. Ça réduit l'espace, la marge. Une dette qui est payée 3 ans, en termes d'intérêt même, ou même en termes de remboursement, quelque chose qui laisse 3 ans pour l'État pour construire un hôpital, pour construire également une école, un centre de santé, parce que les services de la dette ne s'imputent pas dans un seul exercice. Ça permet d'avoir un espace budgétaire. L'État, c'est comme une personne rationnelle, un agent économique rationnel qui optimise ses ressources et qui donne l'efficacité aussi à la gestion de ses dépenses pour que la population soit totalement impactée par la qualité des dépenses en termes d'investissement. D'accord. Avant qu'on commence à nous projeter les premières questions, quelle est aujourd'hui la relation entre le ministère de l'économie et des finances et les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale? Vous en êtes à quel niveau aujourd'hui? Ok, bon, retenons aussi que la Guinée a, depuis l'avènement de M. Mamadi au pouvoir, la Guinée entretient de très bons rapports entre le FMI, au regard même de nos indicateurs macroéconomiques. Je vais citer juste quelques-uns. On a un niveau de croissance moins, donc croissance, parlons français simple, l'augmentation de la richesse de la Guinée. Aujourd'hui, nous espérons sortir sur chaque 100, une barre de 100, nous aurons 7 points, nous aurons 7,5. Ça dit que chaque 100, on a 7, 600 francs. Donc,
7 francs de richesse qui vient s'augmenter. Ça, c'est pour 2025. Mais avant 2024, également, nous étions à près de 6,2. 2024, maintenant à 6,2. 2023, malgré l'implosion du dépôt, nous avions pu réaliser 5,4. Okay. C'est pas tous les pays. On a perdu que 1,6% de notre projection initiale. Donc, ça montre déjà les embellis économiques, le niveau de l'inflation. La Guinée est l'un des plus contenus au monde, en Afrique, 3% à date. Le niveau de la stabilité du franc guinéen, ça dit que il y a une convergence aujourd'hui, à peu près, entre le taux de change sur le marché officiel et le taux de change sur le marché parallèle. Ça signifie que le marché officiel a tendance à se rapprocher du marché parallèle. Ça veut dire la prime de risque ou la prime de change tend vers zéro. Ouais. Autrement dit, le franc guinéen se porte bien. En termes statistiques, en termes d'analyse statistique, c'est ce que ça veut dire. Nous avions le niveau des investissements. Nous avions, d'année en année, depuis l'arrivée du CNRD, nous construisons beaucoup de routes. On voit ça. Les dépenses d'investissement augmentent de 36% chaque année. De l'ensemble. De l'ensemble. Aujourd'hui, nous tendons vers à peu près 49% du budget de l'État. Et surtout orienté au niveau des domaines sociaux, l'éducation, la santé, et aussi des pistes rurales, qui sont des désenclavements des zones de production pour des zones d'écoulement. Et cela, c'est l'ensemble des programmes totalement intégrés. Et tout cela, c'est parce qu'il y a l'aspect crédit qui revient à la Guinée, et donc il y a la confiance qui augmente, d'où cette notation B+, d'où la mobilisation pour la première fois en Guinée, en tout cas à ce que je sache, d'un montant de 500 millions de Afrexim, orienté dans la construction des infrastructures routières, Boké, Gawal, 185 km, Kankan, Kizuru, Kankan, à peu près 195, et le corridor Samatran-Kouria, qui est également pris en compte. Ça, c'est quelque chose qui est fait. C'est pas de la théorie, c'est fait. Au-delà de ça, nous avions beaucoup d'autres choses que les sectoriels. Je ne veux pas marcher sur leur plan de bande, mais ils en font donc énormément. C'est pourquoi je vous dis, le ministère des Finances est un support des sectoriels. Au regard de ce résultat de TP, tu verras à la clé, il y avait l'intervention de la Direction générale des investissements pour la programmation, mais aussi pour le financement de ces investissements dans le budget de l'État. D'accord. À présent, David Yomono, on va se tourner vers les questions des citoyens. La toute première question. Mohamed Fofana, il est ici à Conakry, dans la capitale. Alors sa question, les Guinéens attendent une gestion plus rigoureuse et une réduction des pertes liées à la corruption et aux fuites financières. Quelles actions précises avez-vous entreprises pour assainir le système et renforcer les mécanismes de contrôle? Ça participe de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes. Et notamment dans l'aspect de quelles actions précises avez-vous entreprises pour assainir le système et renforcer. Une des actions, c'est cette émission. C'est cette émission déjà. Deuxièmement, la reddition des il y a la reddition, mais on parle des entreprises. Je veux bien savoir, monsieur Mohamed Fofana, est-ce que c'est des entreprises privées? Et si c'est des entreprises privées, merci, je vous dirais, elles sont soumises au droit de contrôle fiscal, qui est la conséquence de la libre déclaration fiscale en matière d'impôts. De cette liberté de déclaration naît le droit de contrôle fiscal sur pièce et sur place. Donc, ce droit de contrôle est assorti de l'application, par exemple, de pénalités pour des cas de chef de redressement, c'est-à-dire que autrement des cas d'indélicatesse, il y a des applications et des pénalités pour éviter justement de tomber dans les fausses informations, dans la déclaration, une minimisation de la déclaration fiscale. Et donc ça relève des compétences de la Direction générale des impôts, notamment
du service contrôle fiscal qui, de façon ponctuelle et de façon permanente, sillonne l'ensemble des entreprises de façon programmative pour aller toucher du doigt à la réalité, évaluer leur comptabilité et traduire les conséquences en termes de code des impôts. Parce que la tenue de la comptabilité d'une entreprise n'est pas forcément alignée sur le code des impôts. Il peut y avoir un petit décalage. Et donc, l'intervention des inspecteurs fiscaux permet justement de recadrer la non-application des textes, des textes fiscaux et qui finissent par aboutir à ce qu'on appelle des redressements fiscaux, donc à une correction d'écriture pour permettre aux sociétés justement de continuer à se performer, de ne pas sous-évaluer. Parce que, juste un exemple, une société qui est soumise au paiement d'impôts sur les sociétés et qui met des éléments, par exemple, un élément de charge lié à sa propre dépense, par exemple. Quand un inspecteur fiscal vient, il trouvera cette facture, il ne va pas l'accepter. Parce que ça va minorer l'impôt sur les sociétés. Okay. Et donc, il va le sortir. Et donc, c'est ce qui va augmenter le paiement d'impôts sur les sociétés et toutes les pénalités. Deuxième question, David Yombouna. Mamadou Diamara, lui, nous écrit de Kamsar. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, quelle réforme majeure avez-vous engagée pour améliorer la gestion des finances publiques, notamment en matière de discipline budgétaire, de maîtrise des dépenses et de transparence? On peut dire, les réformes, elles sont nombreuses. 1, la digitalisation. Okay. 2, les exigences de réédition. 3, concernant la digitalisation, nous avons mis en place l'applicatif de e-procurement avec ma collègue de Télécom, Madame Rose Pola. Oui, c'est moi. C'est un travail interactif qu'on a élaboré. Pour la première fois, le pays est doté de façon progressive de e-procurement. C'est une plateforme dématérialisée de passation des marchés publics. Aujourd'hui, des modules sont déjà mis en production. Il y a le plan de passation des marchés qui est disponible. Il y a le régime dérogatoire des marchés qui est également disponible. Et nous allons boucler toute la chaîne pour améliorer, pour rendre la chaîne d'exécution des marchés et donc des finances très transparente. Nous avions ce que nous appelons au niveau, par exemple, de la direction générale des investissements, ce que nous appelons la mise en place d'un système d'évaluation et de suivi. Ça, c'est un système également automatisé parce que ça se faisait à la main. Et donc, il y a cette plateforme aussi qui est née et qui nous permet aussi d'améliorer la gouvernance des projets. Nous avions le module Trésor Paye que pour la première fois, en tout cas, la Guinée vient de se doter, qui est déjà fonctionnel. Qui est fonctionnel, ça dit que vous êtes là, M. Condé, vous avez besoin de votre passeport. Au lieu d'aller à Ecobank, vous allez sur Trésor Paye, vous prenez le ticket, l'achat, passeport. Vous tirez sur la plateforme Trésor Paye. Le montant est là, 1 million. Le type, ça dit que si c'est pour 10 ans, vous prenez 1 million, vous payez. Vous n'avez même pas besoin. Le reçu est généré automatiquement. Vous prenez ces reçus, vous n'allez plus à Ecobank, vous allez à la sécurité, qui est aussi connectée au Trésor Paye. Il y a le QR code qui permet de vérifier l'authenticité de ces reçus. Donc, ça également, ça participe de la transparence, ça améliore le niveau des revenus, ça améliore, ça réduit la déperdition, et donc ça devient une gestion digitalisée. Le contrôle financier, pardon? Très vertueuse. Donc. Très vertueuse. Donc, c'est une pratique aussi. C'est quelque chose qui est d'actualité que nous venons de mettre en place. Il y a d'autres dispositifs de suivi, comme il a dit, de discipline budgétaire. Il y a des agrégats de finances publiques que personnellement je surveille. Il y a ce que nous appelons la position nette du Trésor. La position nette du Trésor, ça permet de savoir l'État a combien en banque. Parce que le Trésor, c'est la caisse de l'État. Oui, ça veut dire l'État a combien au niveau de la Banque centrale,
avant d'émettre les paiements. D'accord. Ça participe de la discipline. Donc, c'est un élément aussi très important, ça, la position nette. Il y a aussi des éléments sur la soutenabilité de la dette. La soutenabilité, les ratios demandent 70% de PIB. La Guinée est totalement en dessous. Il y a d'autres éléments. La Guinée est à 33%. D'accord. Il y a aussi d'autres éléments. Il faut que je donne. Allez-y. C'est des éléments très importants de discipline budgétaire. Il y a la viabilité de la dette. La viabilité de la dette publique, c'est là aussi, c'est non seulement des éléments de liquidité, de solvabilité. Et tous ces ratios-là pour la Guinée sont à des niveaux totalement satisfaisants. Et c'est ce qui a permis à la Guinée d'avoir la notation en B+, parce que nous avions passé au travers tous ces éléments. Ils ont été évalués par ce cabinet. Tous ces niveaux, les indicateurs étaient ouverts. Oui, globalement, oui. Les indicateurs, le climat des affaires et également l'environnement judiciaire. Tout ça, c'est en fait c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ouais. C'est un élément de composite qui permet d'avoir une notation sur la Guinée. La dernière question. Mafoudia Bangoura de Bokeh. Quelles informations financières, entre parenthèses rapports, loi de finances, sont accessibles au public et comment les citoyens peuvent-ils utiliser ces données pour s'informer et participer au débat public? Déjà, quelle information financière? Le budget déjà. La loi de finances. La loi de finances. Il est accessible? Oui, il est accessible. C'est un document public. Ça participe de la reddition. On n'a pas de contraintes, de limitations à faire. Il est accessible sur un site? Oui, il est accessible sur un site. Il faut que les citoyens connaissent aussi. D'accord, je pense que oui, ça participe de la transparence. Ok. Il y a la stratégie d'endettement, par exemple, qui est aussi accessible. Qui est accessible. Okay. D'endettement. Parce que c'est à partir de la méthodologie de la transparence en termes internationaux. D'accord. Et donc, c'est des exigences avec nos partenaires techniques et financiers tels que le FMI. Et revenant donc sur la question des FMI, des relations très privilégiées, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les missions des FMI interviennent dans le cadre de la revue au titre de l'article 4. Que tu sois un programme ou pas, on viendra évaluer tes performances. Et aujourd'hui, la Guinée... Est-ce qu'il y a un programme? Pardon? Il y a un programme? Non, mais nous sommes en discussion. Mais j'avoue qu'en début d'année 2026, avec Inch'Allah, nous passerons à un programme économique et financier, puisque toutes les conditions sont réunies en termes des agrégats macroéconomiques, en termes de mémorandum de politique économique que nous allons en tout cas discuter, finaliser avec le FMI. C'est pas un dictat, c'est une construction. Le FMI n'est pas ce gendarme qui va dire non. Nous discutons. Nous discutons en partenariat, nous élaborons des feuilles de route, nous allons suivre des indicateurs, nous allons évaluer la performance dans le cadre de la revue périodique de ce programme. C'est pas que pour question de financement, non, pas du tout. La Guinée, c'est pas forcément un financement avec le FMI. C'est juste aussi des appuis techniques, des assistances techniques qui peuvent nous apporter. C'est surtout ça pour nous permettre d'avoir... C'est aussi la caution. Une caution, oui, en termes de certification internationale. Oui, parce que le FMI, c'est comme c'est comme une agence de notation internationale. Parce que même cette agence de notation avec laquelle on a travaillé a puisé des données de la Guinée au niveau du FMI et a eu des discussions avec le FMI pour telle ou telle grandeur. C'est des réunions que j'ai participé. J'ai participé au montage de tout ça. Nous avions eu des interactions qui ont permis d'avoir des visions et des résultats totalement vérifiables entre le FMI et le cabinet de notation Standard Input. D'accord. Monsieur le ministre, ça en est terminé au compte de cette émission, une émission qui s'appelle Heure du bilan, mais vous avez forcément un mot dès la fin. D'accord. Mais je dirais à l'ensemble de la population guinéenne, oui, le président Mamadi Doumbouya
C'est de l'or. Ce qui est fait en 3 ans. Et j'avoue que le crédit de confiance permettra encore d'amplifier pour le bonheur des Guinéens. Je sais l'orientation, la vision sous le leadership du président dans notre cadre programmatif de développement intitulé Simandou 2040. Pour une fois, un pays se dote, en même temps il exploite les revenus miniers, il se dote d'un plan de développement. C'est très rare en Afrique. À travers M. Mamadi Doumbouya, nous avons pu le faire. On a livré, c'est fait. Comme le dit aussi le ministre directeur de cabinet, président du comité stratégique Simandou, M. Guiba Yakité, c'est factuel. Et donc, j'appelle tous les Guinéens, tous mes compatriotes, d'aller dans le sens de l'unité d'action, de vision, sous le leadership du président, pour une Guinée totalement refondée, une Guinée portée sur une émergence économique, une Guinée portée sur sa souveraineté économique et financière, tel que inscrit comme notre thème de l'indépendance du 2 octobre 2025. Cette souveraineté économique s'obtient au prix de l'optimisation de nos ressources, au prix de la qualité de nos dépenses, au prix des urgences de reddition des comptes et au prix d'une inclusion de l'ensemble des Guinéens dans le processus de développement tel que inscrit dans la vision Simandou 2040 qui prend toutes les problématiques de Conakry jusqu'à Zérekoré et de façon très très précise, chiffrée et avec des indicateurs évaluables chaque 5 ans. Et donc, c'est un honneur, un privilège pour moi d'appartenir à cette équipe, d'appartenir à cette plateforme d'échange. Autant que c'est possible, je me prêterai à cette question citoyenne, à cette question de redevabilité en faveur de mes concitoyens et même dans la rue. Je peux être disponible de répondre aux questions puisque nous ne devons servir que le peuple. Et le président, toute sa vision est le peuple, sauvant le peuple. In fine, c'est le peuple qui est notre raison d'être et c'est le peuple qui est notre cible. Quand le peuple est content, tout le monde est content. Oui. Et donc, de façon très morale, nous nous retrouvons satisfaits une fois qu'on arrive à donner le maximum de nous pour faire de la Guinée une terre d'hospitalité et d'innovation. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Morana Souma. Merci à vous, David Yombono, pour la co-animation.